Bonjour à tous. Comme vous le voyez, pour vous souhaiter un joyeux Noël, cette semaine, Question Maison vous invite en pleine nature, au milieu du Québec. Nous sommes sur les bords du fjord du Saguenay, à quelques kilomètres du lac Saint-Jean. C'est un coin du monde exceptionnel et magique. L'hiver, la température flirte ici avec les moins 40 degrés. C'est avec beaucoup de plaisir que nous allons vous parler de l'habitat du Québec avec Lord Daniel, qui est professeur. Il nous ouvrira les portes de sa maison, une maison tout en bois, cela va de soi. Je vous laisse profiter du panorama et juste après, regardez le sommaire de notre magazine. It's Christmas time. This Christmas time. Savez-vous que consommer du bois fait du bien à nos forêts? Comment l'utiliser pour la construction de nos maisons? Grâce aux meubles lumineux, la façon d'éclairer nos intérieurs va prendre un petit coup de jeune, ambiance garantie. Visite de l'atelier d'un restaurateur de cristal, et oui, un verre fêlé, cassé ou ébréché, ça se répare. Direction Shanghai pour visiter une maison des années 30 dans le quartier de l'ancienne concession française. SOS Maison va aider Luc à réaménager la circulation dans son séjour afin d'optimiser ses déplacements. Merry Christmas. Nous avons quitté les rives du Saguenay pour une promenade en chien de traîneau sur le Mont-Valin. Il fait moins 27 degrés, mais n'allez pas imaginer que c'est un supplice pour les chiens. Bien au contraire, ils adorent ça. Ils se lancent pour des randonnées d'une vingtaine de kilomètres à cette époque de l'année, car la neige est très volatile et elle ralentit considérablement les traîneaux. Mais un peu plus tard dans la saison, vers le mois de février-mars, à ce moment-là, avec la première pluie, la neige est un peu plus tassée et on peut allègrement parcourir 70 km. Le paysage et le relief est ici très changeant, tantôt des chemins forestiers, tantôt des lacs gelés comme celui-ci que vous pouvez traverser. J'ai envie de vous parler maintenant de la filière bois. Savez-vous qu'en France et en Europe, consommer du bois fait du bien à nos forêts? Contrairement aux idées reçues, la forêt n'est ni menacée ni en voie de disparition. Sachez qu'en France, il pousse l'équivalent chaque année de 50 000 terrains de football et que consommer du bois fait du bien à nos forêts et permet de lutter efficacement contre l'effet de serre. Mais comment choisir et comment utiliser le bois dans la fabrication et dans l'aménagement de nos maisons? C'est ce que vous allez découvrir maintenant avec ce reportage. Regardez. Les maisons en bois chez nous, ce n'est pas comme au Québec. On en fait rarement. Et puis, une maison en bois pour un Français, ça évoquerait plutôt Lynn Renaud. Ma cabane au Canada, ma cabane au Canada. Ça fait bien rire Pascal, qui est architecte et qui ne travaille qu'avec du bois. Comme si ce n'était qu'un truc de Canadien. Non, pas du tout. C'est pas du tout un truc de Canadien, les maisons en bois. Les maisons en bois, ça existe en France. Ça existe en France depuis de nombreuses années. Et ça se développe de plus en plus. On en voit dans toutes nos campagnes. Et je pense que c'est vraiment une maison d'avenir. Sur le chantier, les petits gars de Pascal étaient tout à fait d'accord. Et pourquoi on le ferait pas chez nous, par exemple? Quant à Patrick, lui aussi, ça le fait bien rire, notre chanson. Il est charpentier et ne lui dites pas, comme on le croit souvent, qu'une maison en bois, ça fait forcément chalet de haute montagne. Nos amis canadiens et américains, ils ont des maisons tout à fait un peu standardisées. Je veux dire, c'est des maisons classiques, quoi. Je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Ils ont leur style. Mais je veux dire, c'est classique. La maison en bois, c'est l'aspect constructif. Après, on peut avoir n'importe quel type de revêtement à l'extérieur. Et de toute façon, ça sera une belle maison. Avant et après. On peut aussi étendre une maison, puisque le bois par lui-même peut être jusqu'à 7 fois plus léger que la pierre. Donc ça permet de poser une structure toute légère. On n'a aucun problème de fondation et on vient s'inscrire dans un site simplement. Et si vous n'êtes pas convaincu par tout ça, voici une vraie cabane. Il n'y a pas photo. Mis à part le côté esthétique, en France, on a aussi plein d'autres idées préconçues sur le bois. La première, c'est que c'est hautement inflammable. C'est inflammable, bien sûr, comme tout matériau, mais par contre, le bois est considéré comme structurellement très sain vis-à-vis du feu. Car quand il y a le feu, c'est juste en surface où il se forme une croûte. Et avant d'attaquer le cœur du bois, ça met un temps très important. Et même au niveau des assurances et tout ça, les assureurs ne tiennent pas en compte que ce soit une maison en ossature bois de manière négative, au contraire. Quand on voit le chantier de Patrick, on a l'impression que les charpentiers bossent à l'ancienne. Et donc que ça doit être très long et très compliqué. Beaucoup plus que si on utilisait du ciment. C'est complètement différent. Par rapport à une maison de maçonnerie, une maison en bois demandera une étude en amont beaucoup plus importante.
beaucoup plus de dessin, car chaque pièce de bois va être pré-taillée en atelier, préfabriquée. Chaque pièce de bois a sa place, c'est un puzzle. Et après, par contre, ça va plus vite à mettre en œuvre. C'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus maniable. On peut transporter à dos d'homme des éléments des murs. Il faut le temps pour faire une maison, je veux dire, ça peut être très variable, mais une maison de 100 mètres carrés peut être montée au niveau des murs et de la structure clos couvert, on va dire, en 1 semaine et demie, 2 semaines, quoi. Chez nous, on croit souvent que couper un arbre est un crime. Quand on a dit ça à Patrick, il est tombé à la renverse. Oh, punaise, Sophie. C'est faux, parce que couper un arbre n'importe comment, c'est pas bien. Mais si on a toute une forêt qui est gérée pour faire du bois de construction, si on coupe les vieux arbres pour faire du bois comme ça, si tu veux, c'est très bien, puisque justement on régénère la forêt systématiquement, à la condition bien évidemment que l'on replante derrière, que ce soit des coupes intelligentes, quoi. Mais c'est ce qui se passe chez nous et en Europe. On n'achète pas du bois comme ça au détour d'un chemin, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Tout est bien organisé et le bois a toujours son label d'origine. Si le bois est victime de toutes ces idées reçues, c'est aussi parce que l'on a fait des amalgames. On confond celui qui vient de nos forêts qui vont très bien, merci, avec celui des forêts que l'on massacre. Ma cabane au Canada. Mais des organismes se sont mobilisés pour faire le tri. Une campagne télé qui fait actuellement la promotion du bois européen. Le bois, c'est essentiel. Et maintenant, dans les magasins, vous trouvez des labels sur les produits bois. Il y a celui-là, le FSC, qui a été créé par des ONG dont Greenpeace. Et voici Monsieur Marchesi. Eh ben allez, on y va. Il représente le PEFC qui, lui, a été créé en France. Nous avons fait le tour des rayons pour voir où on trouvait ces labels. Alors là, ici, vous avez un bel exemple de lambris fabriqué dans les Landes. Et vous pouvez venir voir, vous avez ici la marque PEFC. Nous, on a aussi trouvé l'autre, le FSC, surtout sur les bois exotiques. Ici et ici. Tous ces labels vous garantissent la même chose, bien que Stéphane Marchesi ne prêche que pour sa paroisse. Ce label PEFC sur les produits ne garantit rien sur les caractéristiques du produit en termes de résistance ou de couleur ou etc. Ça garantit simplement, mais c'est déjà beaucoup, que le bois a été fabriqué dans des forêts gérées durablement. À son niveau, le consommateur peut agir pour assurer l'avenir de la forêt pour les générations futures. Comme tout ça est assez récent, Monsieur Marchesi nous a prévenus. C'est pas sûr qu'on en trouvera dans les parquets. Si là vous en avez, par exemple, il n'y a pas, je suis sûr d'avoir fait le tour. Ah mais non, il y en a encore là. Voilà, là vous retrouvez également le logo sur ce parquet. Alors ici, au matériau brut, il n'y avait rien du tout, parce qu'il n'y a tout simplement pas d'emballage, mais il vous reste un moyen de savoir d'où ça vient. Il y a possibilité de connaître l'origine certifiée en interrogeant notamment les revendeurs et les distributeurs qui pourront vous donner l'information sur tel ou tel produit brut quant à son origine certifiée ou non. Voilà, pour faire simple, c'est ça. Donc, le bois, ce n'est pas qu'un truc de cabane au Canada. En France, faut juste qu'on fasse un tout petit effort pour 1. Surmonter nos a priori, 2. Vérifier sa provenance quand on en achète. Car finalement, quand on y pense, le bois, c'est aussi magique que Noël, non ? Petit papa Noël. Oh, it's Christmas time. Oh, now, it's Christmas time. Bonjour Daniel. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir. Ça nous fait plaisir. C'est une bien jolie maison que la vôtre. Hein. Ah, j'espère bien, avec tous les efforts qu'on y a mis. Il y a combien de pour temps la que vous êtes construire. installé ici maintenant? La construction date de l'an 2000. L'an 2000. Oui, et puis depuis ce temps-là, on évolue, on fait évoluer les choses tranquillement. C'est une pas vite. construction neuve, hein? Oui, c'est une construction C'est pas une maison que vous avez C'est- trouvée une fois qu'elle était C'est une vieille construite. technique de construction, mais la maison elle-même, elle est neuve. Alors, c'est une maison en bois, mais les fondations sont comment? Les fondations sont comme toute maison normale, en béton. Fondation en béton. Oui, ici, on l'a construit pour être sûr d'éviter le gel. Donc, on pourrait partir tout l'hiver et il n'y aurait aucune chance que la maison travaille parce qu'on s'arrange pour qu'il n'y ait pas de gel. La première chose à faire, c'était de trouver effectivement le site pour cette Oui, maison. oui. Vous avez mis combien de temps à la trouver? Bien, voyez-vous, on a acheté le terrain, le lot ici. On a une quarantaine d'hectares au niveau du lot Oui. en 1999. Et on a pris un an pour arpenter le lot pour voir où on devrait placer la maison. Pour trouver la bonne Pour trouver position. la bonne direction. Parce qu'ici, on est franc-sud. Hein? Oui. Et pour nous, c'est important d'être franc-sud parce qu'on voit par la façade qu'on veut utiliser au maximum le soleil durant l'hiver. La façade est pratiquement toute vitrée. Hein? Oui, exactement. Et c'est franc-sud. Et en même temps, bien, on a une vue vers l'ouest par l'autre côté. Et sur le fjord du Saguenay. Sur là. le fjord du Saguenay, c'est un peu magnifique, partout. hein. Donc, on l'a pensé en fonction, le site, on y a pensé en fonction de ces éléments-là, de pouvoir utiliser le soleil au maximum. Et ces maisons en rondin ou en billot, comme vous les appelez, vous, Oui, oui. ce sont des maisons qui sont typiquement québécoises?
Non, en Scandinavie. D'ailleurs, c'est une technique scandinave de construction. Pour quelle raison? C'est quoi la différence entre une technique scandinave et une technique québécoise? Bien, en Scandinavie, la technique scandinave, l'artisan qui construit la maison va travailler chaque coin, chaque bio. Il ne les déposera pas simplement les uns sur les autres. D'accord. Il va les travailler un à un, les bio. D'accord. Il va dessiner le dessus du bio du dessous. Le négatif et le positif. C'est ça, le négatif et le positif, exactement. D'accord, c'est-à-dire qu'on va creuser le négatif de sorte que le positif vienne se placer dessus. Exactement, puis on fait une entaille pour que le bio du dessus vienne s'installer sur le Et le bio rond par du bio. dessus. Et bio par bio, c'est travaillé bio par bio. Et c'est travaillé Chaque sur coin place est ici ou travaillé. pas? Bien, si j'avais eu l'habileté pour faire ça, j'aurais pu le faire sur place. Surtout que j'ai des arbres pour le faire sur le terrain. Mais c'est assez spécial. Quand je dis sur place, c'est-à-dire qu'effectivement, on a monté les billots les uns après les autres sur place ici, ou est-ce que justement le travail au compas s'est effectué avant? Avant. Le travail s'est fait chez l'artisan lui-même. D'accord. C'est à 200 km d'ici. Donc lui, il l'a monté une première fois. Il a travaillé bio par bio. Il l'a monté sur son site. Et ensuite, il l'a numéroté? Il a fait l'ensemble des murs et les structures de soutien du toit. Il a numéroté les bio. Et puis après ça a été mis dans un camion remorque, un semi-remorque, pour venir sur le site. Et avec une grue, avec la numérotation des bio, on pouvait remonter le puzzle, un jeu de Lego, quoi. Et en combien de temps on la remonte après? Ça lui a pris une journée à remonter. Une journée pour remonter la maison telle qu'elle est comme ça, là? Exactement. Lui, ça lui a pris à peu près un mois et demi pour faire le travail des bio, les murs et les structures de toit. Et puis une journée pour remonter tout ça. Ça paraît complètement dingue, hein? Oui, nous aussi, on a été surpris. Ça paraît complètement fou, hein? Une journée à monter un travail d'un mois et demi. J'ai trouvé ça assez spécial. Ah, c'est super. Il y a un revêtement qui a été posé sur le bois, là, ou pas? Oui. C'est important de poser le revêtement, surtout dans les conditions climatiques du Québec qui sont assez difficiles. Oui. Donc, c'est une huile, c'est une teinture à l'huile. Qui est posée. Il y a différentes colorations. Nous, on Et ça assombrit légèrement le bois ou il est Oui, ça le dore. Je dirais que ça le dore. Le bois, c'est du pain blanc. C'est quand même assez important de le dire. C'est du pain blanc et puis on va le voir par l'intérieur. La couleur est très blanche. Et on veut se rapprocher le plus de ça. Et puis là, on a mis un produit le plus transparent possible, mais comme c'est une huile, ça fondit quand même quelque peu le bois. Vous me donnez envie de découvrir justement l'intérieur de la maison. Je vous suis? Oui, avec plaisir. On y va, Daniel? On va passer plaisir. par là-bas, on va repasser par l'extérieur. D'accord. Oh, la vue qu'on a ici, c'est sensationnel, hein. Alors effectivement, Daniel, le bois est beaucoup plus clair à l'intérieur de la maison, hein. Oui, c'est plus clair parce que c'est pas le même produit qu'à l'extérieur. Les intempéries ne venant pas à l'intérieur, on a mis un produit qui protège des rayons ultraviolets, c'est tout. La maison est récente, est-ce qu'elle continue à travailler? Est-ce que le bois était suffisamment sec quand on l'a posé? Non, le bois a été coupé dans l'année, donc il sèche encore pendant une période de 5 ans. 5 ans. Et vous vous en êtes rendu compte déjà qu'elle s'était affaissée? Oui, on a même mis un signe. On peut aller le voir ici dans le coin, la cuisine, dans le coin. Oui. Vous le cachez bien? Oui, en fait, on ne voulait pas que ce soit trop visible. Mais vous voyez, oui. on a mis une marque sur une planche de pain. Et puis, on voit où était le bio à l'origine, avec la trace au crayon. Il a travaillé effectivement en hauteur? En hauteur et mais en également épaisseur. en largeur, en épaisseur. Hein. En épaisseur également. Et puis, le mur ne reste pas parfaitement droit. Il peut un petit peu travailler sur les côtés gauchir légèrement. Ah, il faut y penser pour tout. Alors, mais même pour les fenêtres, j'imagine que ça doit être un casse-tête. Il faut penser effectivement que toute la maison va s'affaisser. Il faut y penser partout, de ne pas attacher rien, pas plus les armoires qu'autre chose, à la structure de la maison qui peut s'affaisser. Et on voit par la porte-fenêtre, par exemple, on voit une planche, là, une planche de décoration qui vient par-dessus. Mais si on l'enlevait, on aurait un espace. Et au début, l'espace était à 15 cm environ. Et maintenant, l'espace est peut-être rendu à 4 cm, 5 cm. Ah, c'est et incroyable. puis, on pense que d'ici la prochaine année, on va s'affaisser encore de 1 à 2 cm au moins. C'est pour cette raison aussi que le conduit de la cheminée, le haut n'est pas terminé? Oui, c'est pour cette raison-là. La cheminée n'est pas fixée au toit parce que, évidemment, le mur descend, le toit descend. Et on attend un peu pour voir comment est-ce que tout ça va s'organiser. Et puis, on travaille en même temps sur le plan de la façon dont on va finir le tour de la cheminée. Ah, c'est une maison mobile sur 5 ans, 5-6 ans, sur c'est ça? 5 ans, 5-6 ans, oui. 5-6 ans, Et puis, il faut penser aussi que le côté sud s'affaisse plus rapidement que le côté nord. Ah, bien sûr, parce qu'il sèche plus rapidement, quoi. Plus de soleil, effectivement. D'accord. Le bois est omniprésent dans la maison, hein. C'est à chaque fois la même essence de bois ou pas? Non, on a plusieurs essences de bois. Ici, c'est du pain blanc pour ce qui est des murs. Oui. Le plafond est en pain gris. Les armoires ici sont en érable à sucre. Ça, c'est l'érable, ça, d'accord. C'est de l'érable à sucre, oui. D'accord. Et le sol? Puis le sol, c'est en pain gris. En fait, ce sont les restants de ce qu'on avait au plafond. D'accord. Et on s'en est servi pour faire le plancher ici, de la salle à dîner, de la cuisine. Mais vous avez mis combien de couches de vernis? 3 couches de vernis ici sur le Superbe. plancher.
C'est incroyable, parce qu'il y a la patinoire dehors avec le Saguenay qui est complètement gelé, ouais. Et puis il y a la patinoire dans la maison aussi. C'est un vrai miroir. Hein. Oui, effectivement. Il ne faut pas prendre les patins ici. J'aimerais mieux pas. Donc ça serait dommage sur le plancher. On va s'intéresser maintenant à l'éclairage des pièces de la maison, car l'éclairage, sachez-le, évolue en permanence. Il est fini le temps où, effectivement, on éclairait ces pièces uniquement avec un lustre ou un lampadaire. Aujourd'hui, l'éclairage est beaucoup plus diffus. Et vous allez le voir, le top de la tendance, ce sont les meubles lumineux, un véritable 2 en 1. Boules lumineuses, forme molle, translucide et soucoupe volante. Et non, vous n'êtes pas dans une série fantastique, mais bien face à la tendance du moment, le meuble lumineux. La tendance meuble lumineux, c'est des nouveaux objets qui apparaissent et qui travaillent la lumière en tant que matière et plus en tant que source de lumière ou projection de lumière. C'est surtout avoir la lumière, qu'ils deviennent âme même de la maison. Que ça peut être une façon différente de regarder la lumière. Il donne plus de chaleur, il donne une ambiance plus fluide et plus relaxante aussi. On aime voir une image sur un écran d'ordinateur ou sur une télé parce qu'elle est éclairée. Et la lumière dans un meuble, c'est ce principe. Ça veut dire de rendre vivant, encore plus vivant, du moins une forme, un objet. C'est la poésie de la lumière. Fini donc les lampadaires peu esthétiques mais fonctionnels. Aujourd'hui, la tendance est à la mixité. On combine lumière et éléments de structure. L'étagère lumineuse magnifie l'objet tout en cloisonnant la pièce. Un jeu ludique et vibrant rendu possible grâce à l'arrivée de sources lumineuses spécifiques qui font vivre l'objet sans le brûler. Il y a eu un formidable progrès de fait dans les sources lumineuses, entre les lumières froides, entre la LED, entre la fibre optique. Et jusqu'à il y a 5-6 ans, c'était très compliqué d'enfermer de la lumière. Et maintenant, ça devient assez simple. Ça veut dire que vous allez pouvoir très facilement contenir cette source et donc à partir de là, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est un cube, un simple cube et grâce à une petite ampoule à haut rendement et une prise qui tourne sur elle-même, on va pouvoir construire un mobilier simplement en branchant les cubes les uns à côté des autres ou les uns sur les autres. Ce qui est nouveau et ce qui est contemporain, c'est l'utilisation de la technique. Il n'y a pas si longtemps, on l'aurait mis en avant. Maintenant, on l'a maîtrisé, on la cache parce que ce qu'on veut garder, c'est la simplicité de l'objet et son utilisation. Mais une simplicité active, vivante, où on a envie d'interactif. Simple et interactif, le meuble lumineux est avant tout évolutif. Certains d'entre eux changent même de couleur et permettent de créer des ambiances différentes au gré des envies et des humeurs de chacun. Les nouveaux modes lumineux vont apporter en fait la notion d'abord d'une plus grande personnalisation. On peut réellement choisir sa couleur, la couleur de son meuble, de sa table, de sa lampe. Et ensuite, ces couleurs vont avoir un sens. Par exemple, cette colonne lumineuse intègre 3 tubes fluorescents, un rouge, un vert, un bleu, tout ceci relié à un microprocesseur, lié à une télécommande, intégrant une horloge interne permettant de pouvoir programmer à souhait ses ambiances et ses allumages et extinctions en fonction des périodes de la journée. Par exemple, le matin, on aura plutôt les ambiances à connotation verte, qui vont être plutôt à tendance énergique, et à midi, on va pouvoir programmer des ambiances rouges, orangées, qui auront une tendance beaucoup plus dynamique. L'intérêt, c'est de pouvoir obtenir des effets qui vont changer le comportement humain, qui vont permettre à l'utilisateur d'avoir, en fonction de ses humeurs, des ambiances qui lui conviennent parfaitement. Et ça marche, puisque ces systèmes dits à chromothérapie connaissent un véritable succès depuis 2 ans. Mais il y a mieux. Aujourd'hui, la grande nouveauté, ce sont les meubles lumineux connectés à Internet qui offrent toute une série d'informations colorées et lumineuses. Ici, la météo du jour, le vert signifie c'est pas terrible. Et là, l'état du trafic en jaune, c'est pas mieux. Le type de meuble qui vous donne envie de rester chez vous.
L'intérêt des meubles lumineux et qui sont connectés à Internet, c'est que non seulement ils vous donnent de l'information sur l'environnement, mais finalement ça devient des véritables moyens de communication entre personnes. Par exemple, envoyer un SMS à ma femme pour lui dire que je l'aime et hop, cette zone-là en fait vient de changer de couleur, elle est en rouge multicolore. C'est ce fameux message « je t'aime » qui représente un peu un battement de cœur et un bouquet de fleurs. Romantique, non? Alors Daniel, on est devant un très joli poêle à bois. Je vois de l'autre côté de la pièce un autre conduit de cheminée. Vous êtes chauffé comment ici? Uniquement au bois. On a 2 poêles à bois, un au rez-de-chaussée et un autre au sous-sol. Et ça consomme beaucoup, non? 12 à 15 cordes québécoises de bois par année. C'est raisonnable, hein? C'est raisonnable, parce que comme si j'étais en ville, avec l'électricité au chaud... C'est surtout raisonnable quand on pense aux températures extérieures qu'il y a ici. Hein. Oui, à moins 25, moins 30, moins 35 et parfois même... Et il ne fonctionne pas, là. Pour l'instant, celui-ci ne fonctionne pas. Depuis 7h30, il n'y a aucun poêle qui... En fait, j'ai mis du bois à 7h30 ce matin, et puis depuis ce temps-là, on laisse aller les choses. C'est vrai que le bois, c'est un excellent isolant en même temps. Oui, et avec la dimension de la pièce de bois, plus la pièce est grosse, plus ça isole. Meilleure est l'isolation. Meilleure est l'isolation. Oui. Ici, on a des pièces quand même suffisamment grosses pour permettre... On va continuer à parler de l'énergie dans cette maison. L'électricité ne vient pas jusqu'ici ou... Non, l'électricité ne vient pas jusqu'ici. On s'est installé en autonomie avec un système à panneaux solaires. Et avec un onduleur qui transforme le 24 volts en 110 volts. Et ça fournit suffisamment d'électricité pour chauffer l'eau pour le bain? Non. L'eau pour le bain, c'est un chauffe-eau avec un groupe électrogène. D'accord. Le système solaire nous permet de l'éclairage, nous permet de la télévision, les choses à petite puissance. D'accord. L'été, je peux aller avec la plus grande puissance, comme par exemple les outils électriques, le micro-ondes même. Mais l'hiver, étant donné que le soleil est bas à l'horizon et moins puissant, on préfère économiser l'énergie. Vous êtes un petit peu des Robinson ici. Hein. C'est une belle image que vous donnez là. Avec la barbe en plus. Ça rajoute à l'image. On va quitter le monde rustique pour s'intéresser à celui du raffinement, car on a tous jeté à la poubelle un verre ébréché en étant persuadés qu'on ne pouvait pas le réparer. Eh bien, sachez que depuis 1890, la maison Schweitzer répare tous les objets en cristal, qu'ils soient cassés, ébréchés ou fêlés. Encore un petit détail, ne faites jamais chanter le cristal. Il paraît qu'il a une mémoire d'éléphant. Et un éléphant dans un magasin de cristal, ce n'est pas l'idéal. Regardez. Bien, sa luminosité, c'est primordial. Sur le cristal, on peut réaliser des détails extraordinaires. C'est un miracle permanent, le cristal, quand il est très bien traité. C'est très difficile. Vous mettez les 2 verres dans un rayon de soleil et vous verrez tout de suite ce que ça donne. La réflexion de la lumière à travers un verre en cristal et en verre ordinaire n'est pas du tout comparable. Le verre posé sur la table, même sans soleil, avec la lumière électrique, rend imparfait, ce qui fait nos fort jolies tables françaises. Eh bien, on faisait du verre donc avec les bases habituelles, et par erreur, un employé a mis du plomb. Et à l'observation de la masse qui est sortie, qu'on a trouvé totalement différente, on s'est dit qu'est-ce qui s'est passé, découvrant que l'apport du plomb dans le verre de base le rendait encore plus lumineux, le rendait plus souple à tailler, donc de meilleure finition, et c'est pour ça que sur le cristal, on voit toujours des finitions qui sont parfaites, que vous ne pourrez jamais réaliser sur le verre ordinaire. Voilà l'exemple type même du verre à réparer. Vous avez ici une ébréchure et une casse. On va tailler le verre en dessous de la casse. Le verre réparé sera facilement réutilisable. Ne jetez même le verre, même s'il est fêlé, on peut conserver à la rigueur le pied en pièces détachées. Et par collage, avec 2 verres, on peut refaire un verre. Ce petit détail qu'il ne faut jamais faire, c'est prendre son doigt, le mouiller un petit peu, faire bien chanter le verre. C'est le meilleur moyen qu'il lui arrive l'accident qu'il y a sur celui-ci, à savoir un superbe fel, qui va se répercuter dans toute la hauteur de la coupe et rendre le verre totalement inutilisable. Mais c'est très bien, ça nous fallait un petit peu de travail. Pour faire cette opération, on va le
tracer, c'est-à-dire faire un trait à la hauteur convenable. Ensuite, l'ébaucher, faire disparaître avec une meule, disons, grosse, tout le verre inutilisable. On va le tailler pour obtenir un fini. On va chanfreiner, c'est-à-dire casser l'angle intérieur-extérieur. Ensuite, on va le polir avec du liège durci et ensuite le passer à la meule de tissu qui fera un parfait brillant. Le verre sera parfaitement en service. Le verre, c'est un immense secret. C'est beaucoup de temps passé, c'est beaucoup d'observations, beaucoup de remises en cause. Il faut s'y coller, il faut s'y tenir beaucoup. Le verre, c'est ça. Et je pense que dans la décoration sur le verre, on se remet tout le temps en cause, c'est toujours nouveau. Vous cherchez tout le temps et il faut prévoir l'erreur, il faut bien finir les pièces, qu'elles aient une brillance, une luminosité parfaite. On ne peut pas ne pas être enthousiaste quand on le voit faire et qu'on le fait. Les plus grands noms sont bien sûr, il y en a beaucoup, mais Dôme et Lalique, c'est des créateurs extraordinaires. Si on veut essayer de faire une pâle copie, on a beaucoup de mal aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut être très modeste. Quand je les vois tailler, moi je suis émerveillé du résultat qu'ils ont. Ils partent d'un dessin, ils prennent X meules, taillées, préparées, formées pour chaque taille. C'est merveilleux à regarder. Le magie du geste manuel. Comme j'ai toujours pensé que quand quelqu'un, une autre personne vous regarde travailler, il faut qu'elle admire vos mains qui se bougent, parce que vos mains sont conduites par votre cerveau. Et donc c'est tout l'homme qui est pris dans la bagarre, et c'est à ce moment-là formidable. C'est une matière noble, comme l'or, comme l'argent. C'est super. Ayez bien soin de vos verres, c'est tout. En prenant un petit peu d'altitude dans la maison, on découvre vraiment toute l'ossature, hein. C'est impressionnant, hein. Et puis la rambarde aussi est amusante ici. Ça, c'est vous qui l'avez faite? Oui, c'est nous. Ma femme a trouvé le design dans une revue. Et puis c'est quel bois, ça? C'est du cèdre, ce que vous appelez du tuya chez vous en France. Ah d'accord, ce sont uniquement des petites branches qui ont été... Oui. On a enlevé toute l'écorce dessus, bien sûr. Et on les a polies, et puis on a mis un produit, le même produit que sur les bio. C'est rigolo. On est vraiment dans une maison de vacances ici, hein? Oui, d'ailleurs, c'est une résidence secondaire. Ah, c'est encore votre résidence secondaire? Oui, ce n'est pas une résidence principale pour l'instant. On espère que ça va devenir une résidence principale éventuellement. Parce qu'on est quand même à proximité de la ville ici. On est à une trentaine de minutes de la ville. Oui, 30 km de Chicoutimi à peu près? 30-35 km et 30 minutes de la ville. Donc c'est pour cette raison qu'effectivement toute la décoration n'est pas encore aboutie dans la maison, hein. Effectivement, on amène les pièces une à une au fur et à mesure. Mais lorsqu'on amène une pièce, on est sûr que c'est la bonne. On laisse la maison évoluer et on fera la décoration dans le même temps. Exactement, c'est le principe. Alors, je sais que madame est en train de préparer un délicieux dîner pour ce soir. Je vais en profiter pour aller me balader un petit peu sur les bords du Saguenay. Et Question Maison vous invite tout de suite à découvrir Shanghai. Shanghai, avec ses 14 millions d'habitants et ses gratte-ciels qui poussent comme des champignons, la mégalopole chinoise ne cesse de se transformer et de se moderniser. Pourtant, certains quartiers de la ville résistent véritablement à l'urbanisation galopante. C'est le cas de l'ancienne concession française où nous avons découvert la maison de Pia-Pierre. Cet archéologue et antiquaire de renom a réhabilité une maison traditionnelle des années 30 en préservant l'âme de la maison. C'est une ambiance Tintin et le Lotus bleu. Visite guidée. Noyé dans un épais nuage de pollution, traversé par des voies rapides, hérissé de gratte-ciel et de grues, Shanghai, la tentaculaire, est bien loin des images d'Épinal que l'on peut encore avoir de la Chine.
C'est dans l'un des rares quartiers encore préservés de cette urbanisation galopante que Question Maison a trouvé un havre de paix chez Pia Pierre, qui avait ce jour-là confié ses clés à une amie. Ici, nous sommes au cœur de l'ancienne concession française. Cette maison est en fait cachée en quelque sorte, puisque quand on rentre dans cette allée, on n'a absolument pas l'idée que l'on va trouver une telle maison derrière ces murs. La maison a été construite fin des années 20, début des années 30. Nous n'avons pas forcément beaucoup d'informations sur les habitants. La petite histoire veut que ce soit un officier français qui l'habitait avec sa famille, ce qui est pour nous une belle histoire dans la mesure où nous sommes français ici dans cette maison. Là, nous nous trouvons dans les deux pièces principales qui étaient les pièces de réception. Ce qu'il faut en fait mentionner, c'est que Pia a mené toute la restauration de cette maison en conservant les éléments d'origine, tels que la cheminée, qui est un très beau marbre d'époque, les structures des fenêtres, les parquets. Elle a restauré avec énormément de goût. Grande amatrice d'antiquité, Pia Pierre s'est aussi essayée avec bonheur à la réalisation de mobilier. Par exemple, ce fauteuil dans lequel je suis assise, qui est un fauteuil qu'elle a dessiné elle-même, inspiré des créations de Jean-Michel Franck, certes, mais un fauteuil dans lequel on se sent très à l'aise, qui en fait rappelle ces fauteuils de transatlantique. Donc on se balance en suivant le roulis et qui appelle aussi beaucoup à la rêverie. Alors là, en fait, on se trouve dans ce qui était à l'époque le quartier des servants. On peut imaginer, vu l'atmosphère de la pièce, que c'était soit une entrée séparée pour les serviteurs, ou bien une ancienne cuisine. Ce que Pia a décidé de garder dans cette pièce, c'est toute la construction, toute la structure des briques, qui sont superbes, et qui portent le sceau, donc la signature de fabrique de l'époque. Donc là, nous sommes à l'étage, dans un salon. Cette pièce, Pia l'a voulu différente, donc c'est la seule pièce colorée de la maison. Elle l'a voulu verte. Petit lit de jour du 19e en bois d'orme avec un canage. Donc c'était un lit de jour, ça servait à se reposer pendant la journée. Et puis Pia l'a garni de coussins en abaca. En fait, c'est un tressage à base de fibres de feuilles de banane et qui vient de Thaïlande. Voilà notamment un oreiller en cuir laqué du 19e, décoré de motifs floraux et qui pouvait très bien servir à supporter la nuque, notamment d'un fumeur d'opium. Je pense qu'être collectionneur et avoir comme ça une passion pour les objets, vieux objets chinois, le mobilier, la statuaire, harmoniser à la fois des objets anciens, du mobilier ancien, avec quelques touches d'art déco qui rappellent bien sûr l'année de construction de cette maison. Nous sommes en 2004 et pourtant l'atmosphère rappelle très bien le style de décoration des années 20, donc des années 30. En me promenant autour du fjord du Saguenay, j'ai pu découvrir des chalets de plus ou moins grande importance, mais j'ai préféré m'arrêter dans celui-ci. Certes, il est petit, mais la vue est superbe. Ce chalet a été fabriqué en bois d'épinette, un bois très léger, qui de plus a été torréfié pour qu'il résiste à tous les insectes. Et si le bois est léger, c'est pour une bonne raison. Ce chalet a été perché à 8 mètres de hauteur.
Nous sommes ici au Cap Jaseux, on effectue ce que l'on appelle des parcours acrobatiques en forêt. Et pour cette raison, on a carrément perché les cabanes dans les arbres. On va maintenant s'intéresser à une rubrique que vous connaissez bien dans notre magazine, le SOS Maison. Si vous avez un problème d'aménagement ou de décoration d'une des pièces de votre maison, vous nous contactez sur le site internet france5.fr, rubrique Questions Maison. Chaque semaine, nous sélectionnons un dossier. Nous vous proposons des solutions et les travaux réalisés sont intégralement financés. Cette semaine, c'est Luc qui nous a contactés. Luc, à l'âge de 15 ans, a eu un très grave accident. Depuis, il vit en fauteuil. Il nous a demandé de repenser la circulation de son séjour afin d'optimiser ses déplacements. Regardez. Luc habite un pavillon de 120 mètres carrés aux dimensions adaptées à son handicap. Mais la circulation dans l'espace à vivre est à repenser complètement. Il a donc contacté l'architecte de Questions Maison afin de trouver une solution. Bonjour, Philippe Demougeot, SOS Maison. Bonjour, bienvenue. Entrez. Pardon. Alors dites-moi, que se passe-t-il? Eh bien, ce qui se passe, c'est que la maison est parfaitement faite pour moi. J'ai eu la chance de la faire construire. Ah d'accord, ouais. Le souci, c'est cette pièce-là uniquement, qui n'est pas pratique au niveau du passage, au niveau de la vie de tous les jours. Pour facilement aller sur le canapé, il faut pousser la table. Pour faire du rangement, pour pouvoir servir de cette rampe, il faut pousser le canapé aussi parce qu'elle n'est pas en fin de descente là. En fait, elle devrait être ici et un peu plus basse. Exactement, exactement. Donc à chaque fois que je veux m'en servir, je suis obligé de pousser le canapé. Oui. C'est vrai, il y a profusion de rangements de toutes sortes, un peu comme un inventaire. Ça a été un peu un domino, c'est-à-dire que tout a été choisi au fur et à mesure. Ça n'a pas été un coup de cœur d'ensemble parce que je ne sais pas faire, tout simplement. Et voilà, ce qu'il faut, c'est rendre cette pièce pratique et si possible jolie. On peut parler de décoration, mais étant donné déjà que votre point de vue il est forcément, je dirais, assis, il faut un passage de combien, 80 cm au moins pour le fauteuil, quoi, de toute façon, pour une porte ou un passage. Voilà, exactement. Et là, vous l'avez partout, mais en fait, c'est comme un gymkhana autour des meubles, c'est absolument pas, pas optimisé, je dirais. C'est vrai que là, par exemple, là, je suis un peu coincé. J'imagine qu'il n'y a pas moyen pour vous de l'installer comme moi, là. Donc si on commence par le bureau, est-ce que vous l'utilisez beaucoup? Disons que je passe 90% de mon temps à travailler dessus, ça c'est sûr et certain. Donc ce serait peut-être plus avisé déjà d'utiliser cet angle-là et de le rapprocher de la fenêtre pour que vous profitiez de cette grande baie ici et de la lumière du jour. Ensuite, le canapé. C'est très étrange parce que quand on rentre, on tombe sur le bureau, sur la télévision. Il me semblerait plus avisé et plus accueillant d'installer en plein milieu, comme vous l'avez fait là, mais de le transférer de ce côté-là, sachant qu'en plus, ça vous libère complètement la rampe pour faire descendre l'appareil vraiment, l'élévateur vraiment à sa place. Ça va vous libérer l'entrée aussi. Et pour cet espace-là, donc aujourd'hui la table de salle à manger est là-bas. Je préférerais libérer cette place là-bas, de mettre ici une table avec une rallonge et de dégager ce mur parce qu'en fait vous avez fait, c'est assez créatif ça et c'est complètement caché par les rangements. Donc on va plutôt le rétablir et du coup ces rangements-là, j'aimerais aussi qu'ils disparaissent ou qu'on dégage ce beau mur de la cuisine ici et qu'on dispose de rangements beaucoup plus bas tout le long, là sur les 7 mètres presque de la pièce. On pourra harmoniser la pièce et puis finalement les rendre facile d'accès pour vous. Voilà, je vais peut-être vous faire un petit dessin pour vous montrer à quoi peut ressembler cette zone-là. Tout à fait. Et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà votre salon tel qu'il est aujourd'hui. Ce que je souhaite faire en fait, c'est peut-être ôter tous les meubles dans un premier temps. On s'aperçoit que effectivement, ce mur-là est vraiment sympathique. Il a une découpe marrante et je crois qu'il faut absolument la mettre en valeur. Pour commencer, ici, donc tout près de la fenêtre, l'espace du bureau, avec un retour au bout duquel, moi, je verrais bien installer tous les éléments de vidéo ou de home cinéma. Dans la continuité, le canapé avec une partie méridienne, parce que c'est quelque chose auquel vous tenez, parce que vous êtes très confortable sur ce genre de siège. Et au-delà, derrière et en enfilade, un grand meuble qui va venir derrière le canapé et puis devant le bureau et jusqu'au bout, ici, servir de rangement à petite hauteur. Et c'est devant la cuisine que, bon, tout naturellement, on va pouvoir installer une grande table et peut-être ici, par endroit, donc un jeu de table gigogne. Ce sont 3 petites tables qui s'emboîtent l'une dans l'autre, donc emboîtées, elles ne prennent aucune place. Et c'est là aussi que je vais marquer le sol,
avec un tapis qui viendra améliorer l'acoustique de la zone télévision, projection au cinéma. Donc voilà, Luc, à quoi ressemblera votre séjour pour Noël. C'est le plus beau des cadeaux. Bonjour, bienvenue. Entrez dans ce nouveau salon, comme vous pouvez le voir, immense, qui permet une facilité de mouvement. Je peux faire demi-tour un peu partout. J'ai plus aucun obstacle, plus rien ne vient me gêner. On a donc un jaune qui est mis en évidence et qui ressort bien avec cette colonne de lumière, de néon, cachée derrière mais qui éclaire en montant le mur, avec le bleu qui se marie absolument parfaitement. Alors là, donc, on a le coin bureau, très spacieux. Tout est à ma portée, très facile. Là, ils ont mis le scanner, très facile d'accès. Le grand canapé à ma hauteur, donc très facile pour me transférer dessus. Et qui permet une vision du cinéma absolument dans les meilleures conditions. Le Père Noël de SOS Maison qui est passé par ici, avec donc un gain de place absolu qui est créé par cet écran plat. Disons qu'avant, on avait un salon qui était anarchique. Maintenant, on a quelque chose de totalement cohérent, de fluide, et en plus, en tout cas pour moi, terriblement joli et lumineux. J'ai été entouré par toute une équipe parfaite. Je peux juste là alors dire à eux et à tout le monde joyeux Noël. En continuant ma balade sur les bords du Saguenay, j'ai pu me rendre compte, lorsque la nuit s'est installée, que l'on savait illuminer les fêtes de fin d'année. Tous les sapins sont allumés auprès de la cheminée, mais il n'y a pas qu'à l'intérieur qu'on apporte un soin particulier à la décoration, l'extérieur aussi. Regardez cette maison, chaque année, Camille et Michel passent des semaines entières à la décorer. Ce sont des kilomètres de guirlandes qui sont ainsi apposées sur les colonnes, autour des fenêtres, dans le jardin et même sur les toits. Et toutes ces décorations portent ici un nom, on appelle cela des glaçons. On est comme des It's Christmas time. La contre après. It's Christmas time. Bonjour à tous, ça va? Bon appétit. Je reviens de Saint-Fulgence, là où j'ai vu les décorations extérieures des maisons, mais je vois qu'ici aussi, vous avez fait des décorations un petit peu partout, Lynn. Hein? Et puis il y a la cuisine aussi. Vous avez préparé des spécialités de la région? Ben, c'est assez traditionnel. C'est quoi on a des petits pains farcis au poulet, puis on a des petits pâtés à la viande. D'accord. Ici, on appelle des pâtés à la viande. C'est des genres de tourtières pour différencier de la vraie tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est le plat typique. Et après, il y aura la dinde aussi. Oui, c'est ça. On a une belle grosse dinde au four. Puis on a diverses salades, la salade de choux, la salade de quoi se régaler pour tout le monde. Hein. Tous les amis sont là. Oui, oui. Ça nous fait toujours plaisir de les recevoir. Puis, comme quoi, l'accueil québécois, c'est pas qu'une légende. Hein. Non. Bah, merci de nous avoir accueillis chez vous. Vous remercierez aussi Daniel, hein, ça va de soi. Merci, c'était un vrai bonheur d'être avec vous. On vous laisse continuer et profiter pleinement de ce repas. La semaine prochaine, Question Maison vous invite dans un tout autre univers. Je sais que vous serez au rendez-vous. Allez, joyeux Noël et au revoir. It's Christmas time. It's Christmas time.